De tous les êtres vivants, l'homme est celui qui a laissé la plus grosse empreinte sur notre planète. On retrouve sa trace aussi bien dans l'espace que sous terre. Il a colonisé, cultivé et aménagé tous les continents. Mais pour prendre la véritable mesure de notre impact sur le globe, il faut imaginer ce qu'il serait sans nous. Si nous devions disparaître, que deviendraient nos autoroutes, nos villes, nos barrages et nos plus grands monuments? Voici l'histoire d'un monde que nous ne connaîtrons jamais. Un monde sans nous. Dans une minute, tous les êtres humains vont se volatiliser. La manière importe peu. C'est ce qui se passe ensuite qui nous intéresse. Il y a près de 7 milliards de personnes sur Terre, dont la moitié vit dans les villes. Nos champs et nos prés recouvrent un tiers des terres émergées. Pour satisfaire nos besoins, nous avons construit des barrages sur la moitié des plus grands fleuves du monde. 500 millions de voitures encombrent nos routes. Nous avons altéré l'air, la mer, et les sols. Si la race humaine devait s'éteindre, la planète parviendrait-elle à se régénérer et à effacer toute trace de notre présence? Vendredi 13 juin, à Berlin. Il est 13h30. De l'autre côté de l'Atlantique, les courtiers de Wall Street commencent leur journée. Les nuits sont courtes à Las Vegas, mais la ville dort encore. Et à Tokyo, il est l'heure de coucher les enfants. L'histoire de l'homme s'arrête ici. À la minute où l'on disparaît, le monde commence à changer. Dans les villes, le bruit diminue et la température baisse. Le corps humain dégage en moyenne autant de chaleur qu'une ampoule de 100 watts. Débarrassé de ses 8 millions d'habitants, New York perd quelques dixièmes de degré. Les machines continuent de tourner sans nous. « 60 secondes après notre disparition, des centaines d'avions descendent vers les aéroports. Ils approchent des pistes à plus de 160 km/h. Sans personne aux commandes, chaque atterrissage est un désastre. Des milliers d'autres appareils traversent le ciel en pilote automatique. Lorsqu'ils n'auront plus de carburant, la gravité se chargera de les ramener à terre.
10 minutes après notre disparition. Les systèmes automatisés fonctionnent sans l'aide de leur créateur. Des ordinateurs communiquent avec plus de 800 satellites en orbite autour de la Terre. L'énergie nécessaire est générée par plus de 50 000 centrales. Au Canada, 70% de l'électricité est fournie par des centrales au charbon qui ont besoin d'être alimentées constamment. Mais sans l'homme, il n'y a plus d'approvisionnement. Des coupures en cascade mettent hors service une partie du réseau électrique nord-américain. Les lumières de Las Vegas s'éteignent pour toujours. Cela fait maintenant 55 minutes que nous avons disparu. C'est le matin en Pennsylvanie, où l'électricité arrive encore. Alors que la température s'élève, les climatiseurs se font entendre. La consommation d'énergie enfle brusquement. Dans cette région, on utilise des éoliennes en complément des centrales à charbon. Et les hélices n'ont pas besoin de l'homme pour tourner. En revanche, personne n'est là pour réguler la distribution du courant. Les ordinateurs détectent qu'il y a un problème et éteignent tout le système. « 85 minutes après notre disparition. Les chutes du Niagara au Canada. On y trouve l'un des premiers barrages hydroélectriques du monde qui alimentait plus de 2 millions de foyers. En amont des chutes, l'eau est déviée dans des tunnels qui serpentent sous la ville. Lorsqu'elle arrive au niveau du barrage, elle fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Mais sans un minimum de surveillance, les turbines ne tardent pas à être noyées et tout s'arrête. Quelques secondes plus tard, les lumières s'éteignent en Ontario et dans l'État de New York. 96 minutes après notre disparition. Les centrales nucléaires ne sont pas épargnées par les pannes. Les systèmes de sécurité repèrent les défaillances du réseau et coupent les réacteurs. Cela fait 6 heures que notre espèce s'est volatilisée. En Europe, le soleil se couche et les dernières centrales rendent l'âme. C'est un véritable retour au Moyen Âge. En Amérique du Nord, il fait encore jour et des milliers de moteurs tournent toujours. Chaque litre de carburant brûlé envoie 2,5 kg de dioxyde de carbone dans l'air. Toutes les usines sont paralysées par la coupure globale d'électricité. Certains gaz ont besoin d'être refroidis pour être stockés sous forme liquide. Comme ils ne sont plus maintenus à la bonne température, ils commencent à bouillir et la pression augmente dangereusement. De nombreux réservoirs disposent de soupapes de sûreté pour éviter les explosions. Portés par le vent, les gaz se dispersent dans l'atmosphère. Ceux plus lourds que l'air sont dangereux pour toute créature qui a l'habitude de renifler le sol.
Les produits chimiques nécessaires à notre mode de vie se déversent dans une nature sans défense. Pour l'instant, les systèmes de secours préservent la sécurité dans les centrales nucléaires. Les groupes électrogènes sont entrés en action. Mais les réserves de carburant ne sont pas infinies. Aux quatre coins du globe, les animaux domestiques commencent à avoir faim. Les zoos et les parcs animaliers n'ont plus de gardiens. Les prédateurs sont libres d'explorer ce nouveau monde et ses dangers. Un nuage de chlore s'est échappé d'un train et a tué un troupeau de cerfs. La situation se détériore dans les raffineries de gaz naturel. En se réchauffant, le combustible s'évapore. Une grande partie des émanations est brûlée par un dispositif anti-fuite. Mais le gaz évacué par les soupapes des réservoirs s'approche dangereusement de moteurs encore en marche. Une simple étincelle peut tout faire exploser. Cette usine va brûler pendant des jours, et des centaines d'autres vont connaître le même sort. En quittant cette planète, nous avons laissé derrière nous toute une série de bombes à retardement. L'homme a disparu depuis maintenant 3 jours. Sans notre constante attention, la plupart des machines se sont arrêtées. Des milliers de tonnes de produits toxiques se sont déversés dans la nature. À Londres, l'horloge de Big Ben doit être remontée à la main tous les 3 jours. Sans nous, elle ne sonnera plus. Le temps des hommes s'est interrompu. Mais la vie sur Terre continue. Dans nos maisons et nos appartements, les animaux domestiques sont de plus en plus désespérés. Ils n'ont pas été nourris depuis 3 jours. Rien qu'au Canada, 2 millions de chiens se retrouvent piégés. S'ils ne parviennent pas à s'échapper, ils mourront. Certains éclairages sont encore allumés, mais plus pour très longtemps. Il y a toujours de la lumière dans les centrales nucléaires. Les groupes électrogènes ont démarré dès que le courant a été coupé. Mais lorsqu'ils ne produiront plus d'énergie, une catastrophe sans précédent aura lieu dans ce bâtiment. Ils n'abritent pas le réacteur, mais les combustibles irradiés. Les substances radioactives sont conservées dans ce bassin de refroidissement. Il mesure 10 mètres de profondeur et contient 400 tonnes de déchets. Après la fission, les atomes continuent de se désintégrer et produisent de la chaleur et des radiations. On les enferme dans des tubes en alliage de zirconium. Ils sont très dangereux et doivent passer des années dans de l'eau réfrigérée pour refroidir. On trouve ce type d'entrepôt disséminé partout en Occident. Le Canada en compte 11 et les États-Unis 75.
Tant que les générateurs refroidissent l'eau, les déchets sont en sécurité. Mais leurs réservoirs ne se rempliront pas tout seuls et ils finiront par cesser de fonctionner. Quatrième jour dans le Nouveau Monde. Suki, une chienne des villes, était habituée à grignoter biscuits et gâteaux en plus de ses pâtés. Désormais, elle doit fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Sans électricité, les pompes des stations d'épuration sont hors service. En conséquence, les eaux usées se déversent dans les lacs et les rivières. Nous avons laissé derrière nous 1,4 milliard de têtes de bétail, soit environ une pour chaque famille sur Terre. Depuis notre départ, 90 000 animaux d'élevage sont sauvés des abattoirs chaque jour, rien qu'aux États-Unis. Chaque vache laitière a besoin de 45 kg de nourriture et de 95 litres d'eau par jour. Mais les abreuvoirs ne sont plus alimentés. Si elles ne trouvent pas rapidement de l'eau, elles mourront en quelques jours. Dans les eaux, les clôtures électriques sont éteintes, ce qui laisse la possibilité aux plus gros animaux de s'enfuir. Les autres sont condamnés à périr dans leur cage. Les éléphants ingurgitent quotidiennement 180 kg de végétaux. Dans cette banlieue résidentielle, cela risque d'être difficile à trouver. Des prédateurs rôdent également dans le quartier. Ces lions ont repéré un autre évadé du zoo. Mais ils sont faits pour chasser dans la savane, pas dans un jardin d'enfants. Escalader un toboggan est plus délicat que de grimper dans un arbre. Ils doivent trouver des proies plus accessibles. Les chameaux sont bien adaptés à ce monde. Ils goûtent à toutes les plantes qu'ils croisent et décident de ce qui est bon pour eux. Lorsqu'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment, ils le dévorent jusqu'à la dernière feuille. Pendant que les lions continuent leurs recherches, les oiseaux entament une migration. Sans l'homme, ils seront plus nombreux à survivre à ce long voyage. Lorsqu'ils traversent des villes de béton et d'acier comme New York, ils croisent des obstacles mortels. De jour, les gratte-ciel forment un labyrinthe de miroirs. Aux États-Unis, 100 millions de volatiles meurent chaque année en percutant des fenêtres.
La nuit, ils utilisent les étoiles pour s'orienter. Mais la lumière des villes les perturbe, et il arrive souvent que des oiseaux tournent autour des immeubles sans s'arrêter, jusqu'à mourir d'épuisement. À présent, il est moins risqué de survoler les grandes villes. Cette année, ils seront des millions en plus à atteindre leur destination. Pour survivre, les chiens sont passés du statut d'animaux de compagnie à celui de prédateurs. Une semaine après avoir perdu leur maître, ils commencent à former des meutes et à se battre pour la domination. Cela s'était déjà produit en 2005, lorsque l'ouragan Katrina avait forcé les hommes à abandonner leurs compagnons à quatre pattes à la Nouvelle-Orléans. Ils s'étaient alors mis à chasser en groupe. Nous avons créé plus de 400 races de chiens. Certains, comme Suki, ne sont pas assez robustes pour survivre longtemps dans cet environnement. Tout comme les loups, les chiens n'hésitent pas à dévorer leurs semblables. Les plus faibles sont des proies potentielles. Dans les prochaines semaines, la plupart des petits chiens vont être tués. Nous avons quitté la Terre depuis 7 jours. Les groupes électrogènes des centrales nucléaires n'ont finalement plus de carburant. L'eau ne circule plus dans le circuit de refroidissement. La température commence à monter. En quelques jours, la totalité du bassin va s'évaporer. Il n'y aura personne pour empêcher le rejet de doses massives de substances radioactives. Les retombées seront plus de 500 fois supérieures à celles d'Hiroshima. Dix jours après notre disparition. Les chiens quittent la ville et partent en quête de nourriture à la campagne. Ils sont affamés et prêts à tout. Ils découvrent des champs remplis de cadavres. Toutes les vaches laitières sont mortes. Elles n'ont pas survécu sans nous. Les hommes traient des vaches depuis 8000 ans. Ils en ont fait des animaux dociles et dépendants. Il y a encore 2 semaines, ces chiens mangeaient des aliments en boîte. Tous les bovins n'ont pas connu le même sort. Dans les grands espaces de l'Ouest américain, le bétail élevé en liberté se porte bien. Mais un grand nombre d'animaux domestiques sont piégés dans des bâtiments. Aux États-Unis, 1,5 milliard de poulets a succombé. Seuls ceux élevés en plein air ont survécu. Le monde vit sans nous depuis maintenant 13 jours. Les villes se sont endormies pour toujours. Les animaux que nous avions mis en cage ont retrouvé leur liberté, mais ils doivent se battre pour leur survie. Et les prédateurs ne sont pas le seul danger. Nous avons laissé derrière nous un cadeau empoisonné. Depuis 4 jours, de la vapeur s'échappe du bâtiment contenant les combustibles irradiés. Les générateurs de secours ne refroidissent plus les déchets.
radioactivité qui règne ici équivaut à celle de 250 bombes atomiques. Une catastrophe nucléaire est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Une bouillie mortelle jaillit de l'entrepôt. Certains éléments qu'elle contient, comme le strontium 90, seront nocifs pendant 300 ans. Mais ce n'est rien comparé au plutonium qui sera radioactif pendant 240 000 ans. Les pins aux abords de la centrale sont tués presque immédiatement. Les substances toxiques s'accrochent à l'écorce de ces résineux. La chlorophylle, qui leur donne leur couleur verte, est altérée et devient rouge. Des forêts ont connu une fin semblable en 1986 à la suite du désastre de Tchernobyl. À l'époque, une zone de 129 000 km² avait été contaminée, soit une superficie proche de celle de l'Angleterre. Sans la surveillance de l'homme, ces scènes sont vouées à se répéter. L'État de l'Illinois compte à lui seul 6 centrales nucléaires. Un nuage radioactif envahit les rues de Chicago, la ville où a eu lieu la première réaction en chaîne de l'histoire. Le feu se déclare dans la majorité des 30 centrales situées à l'est des États-Unis. Chacune d'elles peut provoquer l'équivalent de 20 Tchernobyl. Les 173 réacteurs européens sont également presque tous la proie des flammes. Portés par le vent, les radiations sont un poison invisible qui se disperse sur des milliers de kilomètres carrés. Si l'espèce humaine était toujours là, elle serait frappée par une épidémie de cancer. En quelques semaines, des panaches géants de fumée radioactive se propagent dans tout l'hémisphère nord. Les pluies lavent le ciel de ces particules irradiées et en concentrent les effets. Les grands mammifères fuient les zones où la végétation dépérit. Les plus petites créatures n'ont pas cette possibilité. Elles vivent sur le sol pollué de la forêt. Les radiations ne pénètrent que d'environ 1 cm dans les tissus vivants. Quand un cerf goûte à une plante empoisonnée, la radioactivité n'affecte que sa fourrure ou son estomac. Son cœur et son foie sont épargnés. Les petits animaux n'ont pas cette chance. Tous les organes sont atteints. Dans les régions les plus touchées, plus de la moitié des rongeurs et des insectes périssent. En milieu urbain, il reste des sources de nourriture moins radioactives. Il suffit de se servir. Il y a suffisamment de vivres dans les supermarchés pour alimenter plusieurs générations de souris. Une femelle peut donner naissance à plus de 70 petits par an. Comme les radiations ont décimé ses proies dehors, ce chat tente sa chance à l'intérieur. Pour rester en bonne santé, il doit manger 8 souris par jour. Les hommes ont besoin d'une alimentation variée pour trouver le gras, les protéines et les vitamines dont ils ont besoin. Pas les chats. Ils sont capables de produire leur propre vitamine C et tirent les autres de la cervelle et des entrailles de leurs victimes. Partout sur la planète, les animaux envahissent le monde des hommes pour trouver de quoi manger. Nos
provisions vont les aider à survivre. Trois mois après notre disparition, la radioactivité est retombée sur Terre. Le ciel s'éclaircit. L'activité humaine produit de grandes quantités de poussière. Cette poussière entraîne la formation de gouttes d'eau dans les nuages. Sans notre pollution, il tombe moins de pluie. Et l'air est plus pur. Dans les grandes agglomérations comme New York et Toronto, la visibilité est passée de 30 à 160 km. Les chiens continuent de fouiller la campagne pour se remplir l'estomac. Mais la plupart ne sont pas de très bons chasseurs. Affamés, ils sont prêts à se jeter sur tout ce qui bouge. Tout comme les loups, les chiens chassent d'instinct. Ils savent que pour faire tomber une grosse proie, il faut la mordre aux jambes ou au cou. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Maintenant que nous sommes partis, les éléphants n'ont plus de prédateurs à craindre. En seulement 4 mois, les animaux de compagnie et les occupants des eaux ont dû affronter la faim et la radioactivité. Et désormais, une autre difficulté les attend, l'hiver. Cela fait 6 mois que l'espèce humaine n'est plus sur Terre. Nous entrons dans ce que nous appelions le mois de décembre. Les animaux qui vivaient à nos côtés se sont adaptés ou sont morts. Les survivants ne sont toutefois pas au bout de leur peine, car dans l'hémisphère nord, le froid arrive. On pourrait penser que les cafards n'ont pas besoin de nous pour s'en sortir. Mais ils n'ont proliféré dans l'hémisphère nord qu'avec le développement du chauffage central. Sans électricité ni combustible dans les chaudières, des millions de blattes mourront avant Noël. Pour d'autres espèces, notre absence n'est pas un problème, mais une chance. Les ratons laveurs et les écureuils savent déjà comment survivre au froid. Ils dorment en attendant les beaux jours. Et cette année, ils auront l'embarras du choix pour trouver un abri. Les habitations humaines sont plus sèches et plus sûres que leurs tanières habituelles. Ces écureuils ont l'habitude de vivre en hauteur. Ils montent donc à l'étage. Les moufettes, elles, préfèrent le rez-de-chaussée. Les animaux hibernants se passent très bien de chauffage. Leur température corporelle peut descendre pratiquement jusqu'à 0. Ils ont hérité cette technique de survie de leurs lointains ancêtres. L'évolution, en revanche, n'a pas armé l'éléphant pour lutter contre le froid. Son corps est fait pour évacuer la chaleur, pas pour la retenir. En Afrique, ses grandes oreilles l'aident à se refroidir. Mais ici, elle commence à geler. S'il ne veut pas mourir de froid, il doit partir vers le sud. La nature vit sans nous depuis 10 mois. Notre planète va connaître un printemps sans précédent.
Les forêts aux alentours des centrales nucléaires en ruine sont figées. Les arbres irradiés ont perdu la capacité de bourgeonner et de produire de nouvelles branches. Loin des centrales, le printemps répare une partie des dégâts que nous avons causés. La pluie lave les feuilles des particules radioactives. Elles sont entraînées dans le sol. Des menaces importantes qui pesaient sur la faune ont disparu. Les voitures ont cessé de circuler et il n'y a plus de chasseurs. Le nombre d'animaux explose. Ils occupent les espaces laissés vides par l'homme. Nous sommes en mai, 11 mois après notre extinction. Au cours de leur dernière année sur la route, les voitures ont relâché 7 milliards de tonnes de CO2 dans l'air. Plus d'1 tonne pour chaque personne vivant sur Terre. La moitié de l'impact humain sur le réchauffement climatique proviendrait de ce gaz à effet de serre. Désormais, le dioxyde de carbone peut être éliminé plus vite que jamais. Le printemps va jouer le rôle de catalyseur. Les nouvelles plantes et les feuilles naissantes ont besoin de carbone pour pousser. Elles le tirent de l'air et réduisent naturellement la pollution de l'atmosphère. Chaque hectare de forêt absorbe la quantité de CO2 produite par 5 voitures pendant 1 an. Et cette année, la végétation va pouvoir coloniser de nouveaux territoires. Pendant 10 000 ans, nous avons imposé notre volonté à la Terre. Dans le centre de Los Angeles, les 2 tiers du sol sont recouverts de routes et de parkings. Nous avons également laissé notre marque en banlieue. Aux États-Unis, l'ensemble des pelouses et des parcours de golf couvrent une surface plus grande que celle de la Floride. Mais la nature est en train de reprendre ses droits. Des millions de kilomètres de routes sont progressivement reconquis. La mousse et les lichens sont les premiers envahisseurs. Ils s'engouffrent dans la moindre fissure et n'ont besoin que d'un peu d'eau pour pousser. 5 ans après notre départ, de l'herbe a pris place sur l'asphalte. 10 ans se sont écoulés. Cet ancien terrain de football est devenu une prairie sauvage. 15 ans sans l'homme. Des arbres ont pris racine, là où jouaient jadis les enfants. Toutes ces nouvelles plantes permettent à la Terre d'absorber les gaz à effet de serre. Année après année, la verdure gagne du terrain. Les êtres humains avaient également conquis le ciel. Mais toutes les marques de notre emprise sur la planète sont vouées à s'effacer. 30 ans après la fin de l'homme. La nuit, seule la Lune et les étoiles éclairent la Terre. L'époque où nos lumières artificielles étaient visibles depuis l'espace est depuis longtemps révolue. Depuis quelques mois, d'étranges étoiles filantes illuminent le ciel. Rares sont celles qui atteignent le sol. Ce ne sont pas des météorites ordinaires. Il s'agit de survivants de la conquête spatiale. Plus de 25 000 objets sont en orbite autour de la Terre. La plupart ne sont que de la ferraille, des débris de fusées ou des outils perdus. Les déchets produits par 50 ans de travail dans l'espace.
et rien ne les empêche plus de retomber sur Terre. Périodiquement, de gigantesques éruptions se produisent à la surface du Soleil. Les radiations engendrées provoquent une dilatation de l'atmosphère terrestre. Cela ralentit les satellites et les débris. Les objets situés sur les plus hautes orbites descendent ainsi progressivement depuis 30 ans et finissent par retomber au sol. Le monde a bien changé depuis qu'ils ont été envoyés dans l'espace. Les habitations humaines se détériorent inexorablement. Depuis 30 ans, des animaux usent les murs et les toits. De la poussière et des graines sont déposées dans les maisons par le vent. Des arbres se sont installés dans les salons. Il pleut à l'intérieur des pièces. Les sols et les plafonds pourrissent et s'effondrent. Dans les écoles, on apprenait aux enfants que notre espèce était capable de changer le monde. Mais en 30 ans, la nature a repris presque tout ce que les hommes s'étaient approprié. Ces changements sont le plus visibles le long des côtes. Nous avons bâti nombre de nos villes près de la mer. À présent, les ouragans mettent à mal nos bâtiments. Villas et pavillons sont rayés de la carte, de Miami à Halifax. Les océans sont toujours sous l'effet du réchauffement climatique. Plus de 50 000 navires se sont échoués sur les rivages ou rouillent au fond de la mer. Ces épaves attirent des requins et toute une faune aquatique. Elles offrent aux poissons de nouveaux abris où vivre et se reproduire. Il nous aura fallu 10 000 ans pour soumettre la planète à notre volonté. Mais rien ne résiste à la révolte de la nature, pas même nos citadelles de béton. Voilà 30 ans que l'homme n'est plus. Le bruit infernal des voitures et des avions ne se fera plus jamais entendre. Pour autant, nos villes sont toujours pleines de vie. Les chiens sauvages y chassent en meute. Ils nous ont remplacés dans les rues et sur les trottoirs. À New York, Central Park gagne du terrain. De la terre et des graines sont soufflées à travers la ville. Les plantes s'enracinent un peu partout. La célèbre place de Times Square, où se réunissaient les New-Yorkais pour fêter la nouvelle année, est progressivement ensevelie sous la végétation. La nature reprend les villes une à une. À Londres, des jeunes arbres ont pris possession de Trafalgar Square. À Berlin, une forêt entoure la porte de Brandebourg, qui marquait autrefois la division de la ville entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Les vitres des immeubles tombent dans les rues désertes.
Du temps où nous étions encore sur Terre, les tours de verre étaient le symbole de la modernité. Tout le verre produit à l'époque de l'Empire romain ne suffirait même pas à recouvrir un seul de nos gratte-ciel. Sur ces bâtiments, les vitres sont généralement tenues par des fixations en métal. Depuis 30 ans, elles ont rouillé et les joints sont fissurés. L'eau s'infiltre dans les brèches et les supports sont de moins en moins solides. Auparavant, les villes n'étaient pas des terrains de chasse alléchants, mais aujourd'hui, elles regorgent de proies. La jungle de béton se transforme en véritable jungle. Toutes les preuves de l'existence de l'homme se désagrègent petit à petit. Après des années sans entretien, la peinture des objets s'écaille. Le métal est à la merci des éléments et de la corrosion. Certains matériaux ne rouillent pas. En plus de résister à l'oxydation, le plastique n'est comestible pour aucune créature. La nature est donc incapable de s'en débarrasser. Mais le plastique a tout de même un ennemi. Le feu. Il ne résiste pas aux incendies de forêt. Le béton finit lui aussi par céder aux assauts du temps. Par le passé, cet endroit était une gare remplie de voyageurs. Aujourd'hui, son plafond s'effrite. La pluie dissout le calcaire qu'il contient. Les stalactites grandissent d'1 centimètre par an et affaiblissent le béton. Cette destruction est accélérée par l'héritage que nous avons laissé. Pendant plus d'1 siècle, nous avons brûlé des combustibles fossiles et relâché des tonnes de CO2 dans l'air. En retombant par terre, ils se mélangent à l'eau de pluie et forment de l'acide carbonique qui ronge le béton partout dans le monde. Ce matériau est à la base de la plupart des constructions modernes. Toutes les villes du globe connaissent le même sort, une lente décomposition. Sans fenêtres sur les façades des immeubles, rien n'empêche les oiseaux et d'autres animaux de coloniser les bureaux qui nous semblaient si importants. Mais ils ne sont pas conçus pour être ouverts aux 4 vents. Les faux plafonds et les cloisons sèches sont incapables de résister à 60 ans d'intempéries. Tout est délabré. Sans hommes pour réparer les dégâts, notre monde tombe irrémédiablement en ruine. Une ville comme Paris reçoit jusqu'à 63 cm de pluie par an. La structure de cette tour d'affaires, autrefois protégée, est détrempée.
Les fissures se forment lorsque le dioxyde de carbone pénètre dans le béton. L'eau se faufile dans un labyrinthe de pores et d'interstices jusqu'au métal qui renforce l'édifice. Ces armatures, normalement isolées du monde extérieur, sont à présent rongées par le CO2. Sous l'effet de la rouille, elles peuvent gonfler jusqu'à atteindre 10 fois leur taille d'origine. Les fissures se propagent jusqu'en surface. À la manière d'un cancer, elles attaquent l'ouvrage de l'intérieur. Partout dans le monde, le béton souffre du même mal. Lorsque l'homme vivait encore sur cette planète, il réparait ce genre de problème. Sans lui, il ne reste personne pour freiner l'usure du temps. Lorsque l'eau se transforme en glace, elle se dilate et fragilise un peu plus les bâtiments. Saison après saison, le gel et le dégel élargissent les brèches. Après un siècle d'érosion, le béton est devenu trop faible pour soutenir son propre poids. Les étages s'effondrent les uns sur les autres. Nos villes, où palpitait la vie moderne, ne sont plus qu'un souvenir. Petit à petit, la planète efface les traces de notre passage. Il est loin le temps où nous pensions pouvoir canaliser l'énergie de la nature. Cela fait maintenant 120 ans que l'homme a disparu. De nombreux gratte-ciel ne sont plus que des tas de gravats. Les intempéries ont eu raison des murs de béton. Le temps change au-dessus des ruines. À l'époque de notre règne sur Terre, le bitume absorbait 95% du rayonnement solaire. Dans les villes, il faisait jusqu'à 10 degrés de plus qu'à la campagne. Maintenant que le goudron a cédé sa place à l'herbe et aux arbres, la température a chuté. Le climat change aussi en dehors des zones urbaines. Le réchauffement de la planète s'est enfin arrêté, grâce aux océans. Depuis plus d'un siècle, les vagues captent le CO2 de l'air. En surface, le plancton et les crustacés absorbent le carbone. Lorsqu'ils mourront, ils l'emporteront avec eux au fond de la mer. « 120 ans après l'arrêt des dernières voitures, l'atmosphère est débarrassée de la plupart des gaz d'échappement. Ces changements se font ressentir sur la totalité du globe. À Berlin, la jeune forêt a attiré une nouvelle faune. Cette végétation est une source de nourriture parfaite pour les animaux. Des loups arrivent de la campagne. Ils ont suivi les daims jusqu'ici. En Allemagne, les loups avaient été décimés par les hommes depuis bien longtemps. Ceux-ci viennent de Pologne. 140 ans après notre disparition, ils sont des milliers à arpenter toute l'Europe.
Pour survivre, ils doivent manger tous les 2 ou 3 jours. La ville est devenue leur nouveau terrain de chasse. « 150 ans après notre disparition. Sans bitume pour absorber la chaleur, les métropoles sont plus froides. Dans l'hémisphère nord, la neige tombe en plus grande quantité et tient plus longtemps. Les meutes de loups ont besoin de nourriture pour se réchauffer. Nous avons dévié la majorité des plus grands fleuves sur Terre. Voici la Tamise à Londres. L'homme tentait déjà de la dompter il y a plus de 1000 ans. Les fortes marées et les orages menaçaient régulièrement de faire déborder le fleuve. Pour retenir les eaux, un des plus importants systèmes d'écluses du monde a été construit. Mais aujourd'hui, le cours de la Tamise n'est plus régulé. Les marées ont poussé des bateaux contre les ponts, créant des barrages. Pour les contourner, le fleuve déborde sur les berges. Londres redevient le marais qu'il était il y a 2000 ans. De l'autre côté du monde, le problème est la sécheresse. Voici Imperial Valley, au sud de la Californie. Chaque hiver, cette région produisait la moitié des fruits et légumes consommés en Amérique. À 150 jours d'ensoleillement, certaines variétés étaient récoltées 4 fois par an. Mais il ne tombe que 7,5 de pluie de janvier à décembre. L'air sec préserve les bâtiments, mais il est catastrophique pour les cultures. Chaque année, les agriculteurs tiraient 4000 milliards de litres du fleuve Colorado. Suffisamment pour couvrir chaque champ de 2 mètres d'eau. L'irrigation s'est arrêtée le jour où nous avons quitté cette planète. Et les terres fertiles de Californie sont devenues arides. À 500 km de là se trouve une autre ancienne oasis artificielle, Las Vegas. Construite au beau milieu du désert, la ville utilisait des pompes électriques pour alimenter ses casinos et ses fontaines. Une fois que le courant a été coupé, la source s'est tarie. La nature a repris Las Vegas, mais n'a pas réussi à effacer toutes nos traces. Voici le fleuve Colorado. Il n'a pas beaucoup changé depuis notre départ, il y a 150 ans. Avant l'époque moderne, il était plus profond et plus puissant.
C'est à lui que l'on doit le Grand Canyon. De nombreux barrages ont été construits sur le Colorado. Le fleuve n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se jette dans l'océan au Mexique. Sa force est emprisonnée dans les réservoirs que nous avons bâtis. « 200 ans après notre disparition. Si la nature est parvenue à reprendre le pouvoir dans la plupart des villes, certains cours d'eau sont encore entravés par des monolithes de béton. On en compte des dizaines le long du Colorado. Le plus grand d'entre eux est le barrage Hoover. Aussi haut qu'un immeuble de 70 étages, ses fondations sont larges comme 2 terrains de football. La quantité de béton utilisée ici aurait pu servir à construire une route reliant New York à San Francisco. Le barrage a créé un réservoir gigantesque, le lac Mead. Il contient suffisamment d'eau pour submerger un cinquième de la France sous 30 cm de liquide. Ce monument à la gloire de l'ingéniosité humaine est solide comme le roc. Pourtant, il est en danger. La menace se situe au nord, en amont du Colorado, près de la frontière avec l'Utah. Voici le barrage de Glen Canyon. Il a été conçu pour fournir une réserve d'eau d'urgence en cas d'assèchement des réservoirs en aval. Bâti pour durer des siècles, il a tout de même un point faible, ses déversoirs. Ils ont la même fonction que le trop-plein d'une baignoire. Si le niveau du fleuve est trop élevé, l'excédent d'eau se déverse par les tunnels d'évacuation. Mais ce système n'est pas très efficace en cas de crue soudaine. C'est au sommet de ces montagnes que tout commence. L'hiver dernier, il y est tombé plus de neige que d'habitude. Au printemps, elle fond et gonfle le torrent qui dévale les reliefs vers le Colorado. Les eaux de crue se rapprochent du barrage. Après un siècle de corrosion, les vannes des déversoirs sont détruites. L'eau déferle dans les tunnels au cœur du barrage et quelque chose d'étrange se produit. Des bulles de gaz se forment suite à une dépression dans le liquide. Elles rongent la roche et s'attaquent progressivement au barrage. Dans les déversoirs, des rampes spéciales sont prévues pour prévenir le phénomène. Mais après 200 ans d'érosion dans les tunnels, le béton finit par céder. « 17 milliards de mètres cubes foncent en aval. La vague mesure 16 mètres de haut. Elle se dirige tout droit sur le barrage Hoover. Cet ouvrage est capable de supporter 219 tonnes de pression par mètre carré. Mais ses concepteurs n'avaient pas prévu ça. L'eau passe par-dessus l'obstacle et emporte tout sur son passage. Elle file vers le sud à 40 km/h, perforant des dizaines d'autres barrages.
Après une descente de 18 heures, elle arrive dans le golfe de Californie. Pour la première fois depuis 200 ans, c'est un fleuve qui se jette dans la mer, pas un ruisseau. La libération du Colorado transforme toute une partie de l'Amérique du Nord. Un vaste marécage reprend vie. Des centaines d'espèces se réapproprient les lieux. La nature est venue à bout d'une de nos plus grandes prouesses techniques. Partout dans le monde, notre histoire semble vouée à l'oubli. À Paris, les Marais ont repris possession de la ville. En Californie, les champs irrigués sont retournés à l'état de désert. Et l'île de Manhattan est à nouveau une forêt. Ce n'était plus arrivé depuis que les colons hollandais y avaient posé le pied. Alors que des fleuves comme le Mississippi reprennent leur cours naturel, le Limon fait naître de nouvelles terres. Au sud de la Nouvelle-Orléans, dans le delta du Mississippi, plus de 647 km² perdus à cause des barrages sont remontés à la surface. Notre disparition se fait également ressentir dans les océans. Nous pêchions 235 000 tonnes de poissons par jour. Sans chalutiers pour les attraper, ils vivent plus longtemps et deviennent plus gros. Les morues, qui ne mesuraient pas plus de 60 cm de long, ont vu leur taille tripler. D'autres créatures profitent de notre absence. « 200 ans sans hommes ont fait un bien fou aux baleines. Nous les avons longtemps fait souffrir. Avant le développement de l'industrie pétrolière, elles étaient une source majeure de combustible pour les lampes et les machines. Lorsque nous avons commencé à tirer le pétrole du sol, la chasse à la baleine a fortement décliné. Mais un autre problème est apparu. Les paquebots. Lors de nos 50 dernières années sur Terre, le nombre de navires a doublé. Sous l'eau, le bruit des moteurs s'entendait à des milliers de kilomètres. Cette pollution sonore était nuisible aux cétacés. Le ronflement des machines couvrait les champs, leur permettant de trouver des partenaires. Sans les perturbations humaines, les appels des baleines peuvent à nouveau parcourir jusqu'à 1600 km. Après 200 ans, notre impact sur la mer est pratiquement réduit à néant. En revanche, sur la terre ferme, il reste quelques vestiges de notre ère. Quand il dominait encore la Terre, l'homme était enclin à bâtir des ouvrages symboles de son pouvoir et de sa maîtrise technique. Combien de temps ces monuments vont-ils perdurer ? Lequel d'entre eux sera le dernier à tenir debout ? Cela fait maintenant 230 ans que l'humanité a disparu.
il est de plus en plus difficile de trouver des preuves de l'existence d'une espèce intelligente et créatrice sur notre planète. La plupart des villes ont été avalées par la végétation. Cependant, il existe encore quelques traces de notre présence passée. Paradoxalement, ce sont nos plus anciennes constructions qui résistent le mieux au temps qui passe, comme la muraille de Chine. Les Égyptiens ont érigé les pyramides et sculpté le Sphinx il y a plus de 4000 ans. Nos structures modernes connaîtront-elles la même longévité? L'une des plus célèbres est certainement la Tour Eiffel. Haute de 324 mètres, elle a été construite en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris et devait être démontée 20 ans plus tard. Mais les Français en sont tombés amoureux et l'ont gardée. Ce monument du 19e siècle a été dessiné par des bâtisseurs de ponts. Il a survécu à tous les gratte-ciels de béton du monde. Sa structure en treillis lui confère une grande solidité sans utiliser beaucoup de métal. Son poids total n'est que de 7300 tonnes. À l'époque où l'homme vivait encore ici, la tour Eiffel était recouverte de 60 tonnes de peinture qui isolaient le fer des éléments. Depuis, la pluie a patiemment rongé cette couche protectrice. Le métal est de plus en plus exposé à l'air et à l'eau. La rouille est apparue. Chaque orage accélère le vieillissement de la tour. Elle est désormais à la merci du vent, dont les effets sont amplifiés au sommet. La structure doit normalement se courber avec le vent. Mais la rouille lui a fait perdre sa souplesse et les poutres finissent par atteindre leur point de rupture. Nos bâtiments sont figés dans le temps et ne peuvent pas s'adapter à leur environnement. Les espèces, elles, sont capables d'évoluer. La plupart de ces cochons sont des descendants de ceux que l'homme élevait dans ses fermes. Ils s'épanouissent à l'ombre de la tour Eiffel brisée. Les cochons sauvages se sont accouplés avec leurs cousins domestiques. Le résultat est un animal doté d'une épaisse fourrure noire, une caractéristique que les éleveurs avaient mis du temps à faire disparaître. Pour survivre dans ce monde, ils ont besoin d'être puissants et robustes.
De l'autre côté de l'Atlantique se dresse un autre symbole du savoir-faire humain. La Statue de la Liberté a été édifiée en 1886, soit 3 ans avant la Tour Eiffel. Elle est composée de plaques massives de cuivre. Certaines parties de la sculpture sont dans un meilleur état depuis que nous avons quitté la planète. Son nez et ses joues ne sont plus noircis par la pollution. L'air est plus pur et c'est une statue plus propre qui contemple la mer. Mais tout n'est pas aussi positif. La forêt qui a poussé à ses pieds est parsemée de petites plaques de cuivre. Épaisses comme 2 pièces de monnaie, elles ont une durée de vie d'1 millénaire. Pourquoi la Statue de la Liberté perd-elle sa peau? Après 230 ans, son bras a été le premier à faiblir. Si son enveloppe est faite de cuivre, son squelette est, lui, en fer. Et tout comme les poutres de la Tour Eiffel, cette armature a rouillé. Elle est devenue trop faible pour soutenir le bras et la torche. L'un des éléments caractéristiques de la statue n'est plus visible que de la faune locale. Et le reste de sa structure cédera tôt ou tard. L'usure du temps a fait son œuvre sur nombre de nos monuments. En Amérique du Nord, les signes d'une ancienne présence humaine sont de moins en moins nombreux. La moitié est du continent n'est qu'une immense forêt. Les arbres ont littéralement englouti les villes. En 2 siècles, les feuilles mortes ont formé une couche d'humus d'1 mètre d'épaisseur qui recouvre tout. Les cours d'eau en crue dévoilent occasionnellement des morceaux de notre histoire. Ceci est tout ce qui reste d'une maison. Le plastique, omniprésent dans les foyers modernes, est toujours visible. Ce téléphone portable est intact plus de 200 ans après la dernière communication. Il pourra survivre encore plusieurs siècles tant qu'il n'est pas exposé au soleil. La plupart des métaux sont terriblement rouillés, à part l'acier inoxydable qui lui résiste vraiment à la corrosion. Cet évier sera peut-être encore là dans des centaines de milliers d'années. Dans l'Ouest américain, caribous et cerfs gambadent sur des millions d'hectares d'anciennes terres agricoles. Et on peut à nouveau trouver des bisons dans la région. La taille des troupeaux augmente jusqu'à 30% par an. Les chevaux étaient présents sur ce continent bien avant l'arrivée des hommes. Ils ont retrouvé leur liberté et peuvent galoper là où bon leur semble. En seulement 2 siècles, l'Amérique du Nord est retournée à l'état sauvage. Mille ans après notre disparition.
À Paris, il ne subsiste pratiquement rien de la Tour Eiffel. À New York, la Statue de la Liberté est tombée dans la forêt. Son squelette de fer s'est totalement affaissé. En revanche, son piédestal tient toujours debout. Fait de béton et recouvert de granit, il durera encore quelques millénaires. Mais si on lui donne suffisamment de temps, notre planète se débarrassera de tout ce que l'humanité a laissé derrière elle. « 25 000 ans après notre disparition, la Terre connaît une nouvelle période glaciaire. Une modification progressive de son orbite l'a éloignée du Soleil. La neige qui perdure 2 étés de suite est le premier signe de ce refroidissement. Puis s'ensuit une réaction en chaîne. La glace recouvre la plus grande partie de l'hémisphère nord. Les glaciers progressent vers le sud jusqu'à Manhattan. Ils font disparaître les derniers restes de la Statue de la Liberté ainsi que tout vestige de notre civilisation dans la région. Mais il est un endroit où l'homme a laissé une empreinte indélébile. La Lune. Ici, le paysage évolue bien plus lentement. Des cratères vieux de 4 millions d'années y sont parfaitement conservés. Il en va de même pour certains artefacts. Une voiture lunaire, une caméra. Les derniers reliquats de l'espèce humaine demeureront ici pendant des millions d'années. Mais pas sur Terre. Notre planète est âgée de 4,5 milliards d'années. Autant dire que les hommes n'y ont fait qu'un passage éclair. Il nous a fallu 10 000 ans pour abattre la moitié de nos forêts. 500 ans après notre disparition, elles avaient déjà repoussé. Nous avions consommé la moitié de l'eau potable et dompté 2/3 des cours d'eau. Nos barrages ont été emportés en 200 ans. Chaque année, nous rejetions 13,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En quelques siècles, les plantes et les océans se sont chargés de purifier l'air et le sol. Nos plus grandes métropoles se sont écroulées en à peine plus de 100 ans. Les arbres et les marais n'ont pas tardé à reprendre leurs droits sur le béton et l'asphalte. La planète est même parvenue à se remettre de notre héritage radioactif. « 25 ans lui auront suffi à tout ensevelir, sauvant ainsi des millions d'animaux d'une mort atroce. La Terre est dotée d'une grande force de résilience. Elle a su remettre sur pied tout ce que nous avions détruit. Pour cela, il fallait simplement lui laisser le champ libre. Tout ceci n'était que pure invention. Un exercice mettant au jour notre réel impact sur la planète.
On peut en tirer la conclusion suivante. Si la Terre peut très bien se passer de nous, nous n'avons aucune chance sans elle.